Bonjour, j'ai le plaisir d'être ce matin avec l'acteur Yvan Le Bolloc. Alors bonjour Yvan Le Bolloc. Bonjour à vous, bonjour à vous tous. Faire le plaisir de venir à la Baule samedi 12 avril à 20h pour cette pièce qui s'appelle Le Bracelet, qui tourne en ce moment dans toute la France. Vous êtes avec notamment Isabelle Mergo sur scène. C'est une comédie. Vous venez à la Baule, une station que vous connaissez bien. Vous êtes déjà venu sur la scène d'Atlantia à la Baule il y a quelques années. C'est une ville que vous connaissez. Oui, oui, je connais bien. Pour moi, c'est la ville balnéaire par excellence. Moi qui suis un amoureux des sports de glisse, il y a de quoi faire du paddle, il y a de quoi faire de la voile, il y a de quoi faire de la planche. C'est absolument fantastique. En plus, vous êtes breton, donc vous êtes aussi un peu chez vous. Ouais, c'est vrai que quand on est là-bas, ça commence à sentir le goémon et le beurre de micelle, ça c'est certain. Alors parlez-nous du Bracelet. Super titre, déjà, qui est vraiment d'actualité en ce moment. Tous les jours, les gens ont leur bracelet. Si t'as pas ton bracelet à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'un moyen de contrôle qu'on affuble à des personnes qui ont enfreint la loi, et mon personnage, il l'a enfreint très largement. Il n'a pas fait que marcher il n'a pas fait que traverser la ligne blanche. Il a avalé. Donc c'est effectivement, il revient. C'est l'histoire de ce couple en fait que je compose avec Isabelle Mergo, Madame Pigrenet, et André, son mari, revient au foyer 20 ans après 20 ans de tôle. Il revient chez lui et il doit passer 8 mois à son domicile en compagnie de sa femme qui, elle, évidemment, prend les choses elle est complètement affolée parce que ça vient perturber sa vie. Il n'était pas question que cet homme-là ressurgisse, et donc c'est l'histoire de ces retrouvailles. Et puis entre nous, il y a quand même il y a un magot, quoi. Il y a 46 millions d'euros de diamants qui ont disparu. Voilà. Donc c'est pour planter le décor. Et après, moi je fais pas partie de ceux qui aiment vous annoncer ce que vous allez voir, parce que après j'aime bien m'asseoir dans une salle de spectacle et découvrir donc là ce dont vous pouvez être sûr, c'est que c'est une comédie qui a été écrite par Isabelle, et donc c'est évidemment truffé de bons mots, et dramatiquement il y a des c'est très haletant en fait. C'est très haletant parce que il y a ce magot. Bon, alors qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a ce magot, et puis cet homme-là, quand il sort de prison, il va aussi retrouver et sa femme, et sa belle-mère, et sa fille qu'il a vue à peine dans le berceau, quoi. Il a à peine eu le temps de lui préparer son premier biberon qu'il était déjà encristé, quoi. Voilà. Donc comment tout ça va se résoudre? Ça vous le saurez en voyant la pièce. Voilà. Ce que je peux aussi rajouter, c'est que là, on en est à peut-être une douzaine de représentations, et que à chaque fois ça fait mouche, quoi. À chaque fois, les gens rient beaucoup et sortent de là regonflés après avoir passé un bon moment. Parce qu'en ce moment, voilà, si on a pu l'occasion de se frapper sur les cuisses,
ça c'en est une, ouais. Voilà. Et puis on peut dire, allez, sans dévoiler la pièce, comme vous avez dit, il faut laisser aussi la surprise. On peut se dire que si des acteurs comme Yvan Le Bolloc ou Isabelle Mergo, maintenant, vous faites toujours quand même attention à votre image, hein, pas jouer dans des pièces qui vont décevoir le public parce qu'on le paye après les années plus tard. C'est que si vous avez signé, c'est que vous avez trouvé ça suffisamment drôle aussi. Voilà. Oui, oui, Oui. Oui, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de pistolet sur la tempe. Non, mais il y a eu un temps, vous vous souvenez, Yvan Le Bolloc, il y avait certains acteurs, même très connus, c'est fini ce temps-là, qui faisaient parfois des films un peu bidons ou des pièces bidons parce qu'ils avaient un contrôle fiscal. Et il le disait. Il dit, j'ai fait un film nul, mais c'est parce que je devais payer une grosse somme aux impôts. Oui. Jean Lefebvre l'a fait souvent, il l'a dit. Vous vous souvenez de Jean Lefebvre, voilà, c'était ça. Ouais. Mais beaucoup connaissent mon positionnement à gauche, et pour moi l'impôt c'est quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire. Voilà, parce que si l'impôt sert à construire des écoles et rouvrir des lits dans les hôpitaux, eh ben il faut absolument le payer. Et moi je vois d'un très mauvais œil, comme je pense un bon paquet de Français, ceux qui échappent ou ceux qui échappent à l'impôt. Je trouve ça vraiment, c'est pas très citoyen comme comportement. Donc bon, j'allais pas dans quelque chose aussi machiavélique. Je disais simplement qu'il y a des artistes très tête en l'air. Ils vont au casino, ils se laissent aller, ils savent pas compter. Puis un jour, ils se font rattraper. Voilà. Ils apprennent après. Ouais. C'était Darry Cole aussi qui allait beaucoup au casino. Il s'est fait rattraper un jour par la patrouille. On peut pas dire que ce sont des escrocs. Voilà. Non, mais il y a des fois. Il y a une phrase de Marguerite Duras que j'aime beaucoup qui dit la chose suivante, qui dit on est tous à vendre. Et donc mettez cette image dans la tête, et à un moment dans votre vie, c'est soit vous gardez votre honneur, votre dignité, et soit vous vous couchez, quoi. Donc voilà, chacun fait comme il peut, hein. Et oui. Voilà, chacun fait comme il peut. Donc mais voilà, moi j'ai mis un point d'orgue à toujours payer mes impôts, et parce que dire on grandit pas, on grandit pas, on ne grandit pas, on n'est pas élevé, éduqué dans un pays si c'est pour après dire oula, écoutez, si c'est ça, moi je pars. Non, ça je trouve ça vraiment inconséquent. Je trouve ça même immoral. Mais je trouve ça même dégueulasse, en fait, pour tout vous dire. Voilà. Vous faites référence là peut-être à certains propos récents. Vous avez quelqu'un dans le viseur peut-être? Vous dites ça vous voulez pas de Bernard Arnault? Oui, écoutez, oui. Oui, je vais dire oui, c'est un industriel, certes, comment dirais-je, brillant, mais enfin bon, il a grandi en France, il est né dans une maternité française, il a été soigné en France. Maintenant, je pense qu'il a sa clinique privée dans son sous-sol, mais au début, il est bien passé par là. Et puis c'est la France qui l'a fait. Donc oui, non, je trouve ça vraiment indécent pour le coup, ce genre de déclaration. Et puis même ça fait d'être à l'élection de Trump, à la cérémonie d'investiture, ça aussi je trouve ça, c'est là qu'on voit à quel point l'argent n'a pas d'odeur, c'est à quel point le capital est prêt à se coucher pourvu qu'il continue à pouvoir faire de la monnaie, il est prêt à ça. Je trouve ça vraiment, ça aussi, c'est très inquiétant quand même. Parce que quand même, Trump, c'est pas quelqu'un de très recommandable. On va commencer à le découvrir, là. Alors, votre pièce a déjà commencé à tourner, hein, voilà.
dans toute la France. Vous avez fait un triomphe, paraît-il, je dis paraît-il parce qu'on n'y était pas, mais on l'a vu dans la presse locale, au Touquet. Vous savez qu'il y a plein de points communs entre le Touquet et puis la Baule, des points communs idéologiques. C'est un peu le même électorat. Hein. La Baule est peut-être un peu plus LR, un peu peut-être moins macroniste, mais enfin, on est dans les mêmes zones, quoi. Voilà. Et ça plaît, vous voyez? Mais je veux dire qu'on soit... Après qu'on soit LR, qu'on soit de la France insoumise ou écolo, quand c'est drôle, quoi. Même si effectivement il y a y compris quand on fait des références à des anciennes figures de républicains, puisque bon voilà, on va pas tourner autour du pot. Moi j'avais posté un petit truc sur les réseaux sociaux en disant que c'était dommage qu'on passait pas à Neuilly pour la pièce. J'avais envoyé ça à Nicolas Sarkozy et j'espère qu'il a goûté l'humour. Il y aura de l'humour quand même à la Baule, puisque le maire de la Baule, Franck Louvrier, est son ancien directeur de la communication. Hein, voilà. Ça ne m'avait pas échappé. Mais il sera peut-être là. J'espère. J'espère. Bah oui, on va quand même. Oui. Ça, j'en suis persuadé. Mais il y a qu'une petite référence. Dans la pièce. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est amusant chez vous, c'est que le public connaît votre engagement politique, et même les gens qui sont pas d'accord avec vous disent, ils disent ce qu'ils pensent, c'est son droit, et puis c'est tout. Puis on l'accepte, puis on l'apprécie, on n'apprécie pas le Yvan Le Bolloc, acteur, mais si on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas ça qui va faire un motif de boycott, je crois, d'une pièce ou d'un film. Mais il y a certains acteurs, on ne va pas les citer évidemment, peu importe leur positionnement idéologique, quand ils prennent les gens par surprise, ça ne passe pas. On se dit, celui-là, de quoi il se mêle et on le paye. Comment expliquez-vous finalement qu'il y en a chez qui ça passe et d'autres chez qui ça passe pas? Est-ce qu'il y a une manière de le faire? Est-ce qu'on peut revendiquer quelque chose sans insulter tous les spectateurs qui se sentent tirés concernés? Certains le font peut-être de façon un peu plus brutale. Vous n'insultez pas les gens. Je suis pas d'accord avec vous, mais moi, je pense ça et puis c'est tout. Et puis on fait la différence. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre là-dessus. Je suis pas sûr. Moi-même, je me demande dans quel recoin vous voulez m'emmener. Mais je vais vous dire un truc. C'est-à-dire que moi, je peux pas je crois que j'ai annoncé la couleur dès le début, en fait. C'est ça qui est bien, finalement. Et voilà, tant que je défends une certaine vision de l'universalisme et de la solidarité, et que ça correspond, il me semble, à liberté, égalité, fraternité, tant que je reste, je suis quand même un républicain forcené, donc il y a quand même moyen de trouver des comment dirais-je, il y a quand même moyen de s'entendre sur certains aspects. Voilà, je porte pas des idées révolutionnaires. C'est juste que, voilà, pour moi, les services publics, ça veut dire quelque chose. C'est tout ce qui reste à ceux qui n'ont plus rien. C'est ce qui reste aux pauvres, les services publics. Donc pour moi, c'est important parce que c'est ce qui fait aussi la France. Je veux dire, c'est ce qui fait qu'on a un système de santé bien que malmené. Vous allez dans un hôpital pour un problème de santé, la première chose qu'on va faire, c'est de vous faire une prise de sang, c'est pas de vous demander votre carte de crédit. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, il y a moyen de se retrouver sur quelques trucs essentiels quand même dans mon positionnement politique. Et puis si un artiste il la ramène pas de temps en temps, c'est-à-dire que si il profite pas de son exposition pour faire ressortir, mettre l'éclairage sur des choses qui sont insupportables, alors il fait pas son boulot d'artiste. Alors c'est simplement un amuseur et voilà, au risque, oui,
au risque d'en laisser quelques-uns à la maison qui vont se dire ah non mais moi voilà, je vais pas voir le Bollock parce qu'il est trop à gauche. Bah tant pis, c'est comme ça. Oui, mais ça, alors c'est justement, comme ça, c'était aussi le sens de ma question, c'est que je l'entends pas. Alors pourtant, je l'entends sur certains autres artistes quand ils prennent les gens par surprise. Alors peut-être que vous êtes tellement dans un ADN gauchiste que finalement on fait abstraction de l'acteur après du militant, voilà. Et puis à la limite on s'en fout. Et peut-être ce qu'on n'apprécie pas, c'est celui qui donne une leçon de morale et qui le fait uniquement avec la casquette d'acteur. Vous voyez où est la nuance? Oui. Oh, il y en a peu qui prennent. Enfin, je pense qu'il y en a peu qui. De toute façon, enfin, on va se dire les choses clairement. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un acteur engagé qui va la ramener que de trouver des dreadlocks sur le sommet du crâne de Monsieur Eric Ciotti. Voilà. Et puis il y en a qui en souffrent. Je pense par exemple à Blanche Gardin, qui récemment dans Télérama disait que depuis qu'elle avait dénoncé les massacres qu'il y avait au Moyen-Orient, en Palestine, et son téléphone sonnait beaucoup moins et que voilà, c'est difficile, c'est pas anodin, que tout le monde le sache bien, c'est pas anodin que de porter fièrement ses engagements. Ça a un prix, ça a un coût. Mais après, voilà, c'est une question c'est une question de dignité. Moi, j'ai été élevé comme ça. Moi, je pense que je ferais beaucoup de peine à mes parents si je taisais mes opinions. Voilà. Et puis, on a tellement peu l'occasion de les entendre, de se faire entendre, parce que voilà, aujourd'hui les médias sont quand même occupés par des éditorialistes de cour, enfin tous ces gens qui sont là pour perpétrer un système, une espèce de consensus, mais ce consensus il tient plus quoi. Ouais, dans tous les sens, c'est vrai. Ouais. Il tient plus, ça craque de partout. Vous avez une jeunesse. Enfin, faut voir. Bon, les gens de ma génération vont bien comprendre ce que je vais dire maintenant. On a eu beaucoup de choses quand même. On a eu la retraite à 60. Ça n'a pas duré longtemps, mais on a eu la retraite à 60, on a les congés payés, on a la sécurité sociale, on pouvait pour 40 € aller prendre l'apéro à Lisbonne, et puis il y avait de la neige sur les glaciers, et puis donc voilà. Et aujourd'hui, on laisse quoi aux jeunes générations? Je veux dire des années et des années d'angoisse à venir. Sachez quand même que bon, moi voilà, je suis un Bretagnard, j'aime beaucoup la Bretagne évidemment, j'en viens, mais j'aime aussi beaucoup la montagne. Sachez que le permafrost, qui est le ciment, ce qu'on appelle le ciment des montagnes, ce qui stabilise les massifs, fond. Voilà, ça fond. Ça fond. Et donc les montagnes, au rythme où ça va, dans 10 ans, on aura perdu la moitié de nos glaciers. Donc quand il y aura plus de neige, les Jeux Olympiques, on va les organiser sur quoi? Sur des terrils. Et donc moi je ne me résous pas à me dire voilà, bon bah moi j'ai bien profité, hein, je m'en suis foutu jusque là, et que les jeunes se démerdent. Enfin, là il y a quand même quelque chose qui va pas quoi. Donc c'est le moment de voilà, c'est le moment de penser aux jeunes quoi. C'est ça la fraternité, c'est ça la solidarité. Donc, vous parlez de la jeunesse, mais quand vous aviez 20 ans, Yvan Le Bollock, la jeunesse, elle se répartissait entre, elle votait Georges Marchais, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ou bien Jacques Chirac. Il y avait des jeunes giscardiens, eh oui. Aujourd'hui, la jeunesse, on a l'impression que c'est uniquement entre deux camps. Elle vote Marine Le Pen ou elle vote Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a plus de jeunes finalement LR, PS, beyroutistes.
Vous n'avez pas vu des jeunes beyroutistes? Il y a pas un durcissement, quoi, finalement. Les jeunes avec Bayrou. Et rien que l'énoncé me fait rire. Et rien que de me dire que... Enfin bref, qu'il est Premier ministre, d'abord ça me fait rire et puis après ça m'angoisse terriblement. Ma question, c'est que les jeunes se sont finalement radicalisés. Durcis. Voilà, exactement. Voilà. Moi, quand je croise des jeunes, ils votent Mélenchon ou ils votent Le Pen. Ou bien, voilà, c'est toujours dans ces deux blocs. Oui, ben il y en a beaucoup qui votent à la France insoumise. Alors je pense que là, c'est pour des idées. Même s'il y a une incarnation juvénile, Clémence Guettet, Mathilde Panot, Louis Boyard, il y a des jeunes à la France insoumise, mais je crois que c'est plus pour le programme. Et d'autre côté, au RN, c'est plus là, c'est l'incarnation. Là, c'est un jeune qui normalement est censé parler aux jeunes. Ouais. Donc, on comprend qu'ils aient un certain succès. Mais après, si la République en marche, il y avait des jeunes. Regardez Gabriel Attal. Oui. Bon, enfin, c'est pas non plus je parle dans l'électorat, au coin de la rue, voilà. C'était. Ouais. Oui, non, mais moi je pense qu'en plus. Finalement, les jeunes de la République en marche, c'était un peu le prototype Gabriel Attal des jeunes giscardiens dans les années 70, 75, c'est à peu près ça. C'est ça. Mais enfin, dans les deux cas, vous avez affaire à des jeunes qui vont vous expliquer comment c'est la vie. Et que aucun des deux, ni Attal, ni comment dirais-je, ni Bardella, ni Bardella, mais jamais ils ont vu. Mais jamais ils ont vu une pointeuse, quoi. Enfin, on va être honnête. Alors on va dire qu'on rajoute Louis Boyard sur la liste. On peut en rajouter dans tous les camps, si on est. Voilà. Ouais. Vous êtes resté sur X, c'est ma dernière question là. Vous êtes resté sur X. Non, mais alors, en fait, on devait parler théâtre et vous voyez comment vous êtes, hein. À vous les journalistes. Mais enfin bon, moi je suis conscient que tout est politique, hein. Donc voilà, donc on parle théâtre, on parle art, on parle voilà. Et puis voilà, il faut qu'il y ait des gens voilà, il faut que nous bien sûr le monde du spectacle, comédiens, techniciens, mais aussi tous les Françaises qui nous écoutent, il faut qu'ils défendent. Ça c'est important là, surtout en France. C'est très important, c'est ce qui nous construit. C'est ce qui nous empêche de tomber quand même. Voilà, c'est ce qui nous permet de continuer à réfléchir, d'avoir une belle langue, de lui rendre hommage, de la travailler, de la triturer, de la porter au nu, de la faire briller. Voilà, cet héritage-là. Mais ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle de notre langue et qui veut la protéger. Cet héritage patrimonial, c'est vraiment très très important. Et quand je vois quand j'entends des gens qui disent il faut y aller maintenant, il faut couper à la tronçonneuse dans les budgets, alors tout ce qui sert à rien, par exemple l'art, tous ces intermittents avec leurs drôles de bonnets qui jouent du tam-tam toute la nuit, allez hop, on va commencer à tailler là-dedans. Mais quelle erreur. Voilà, et je pense par exemple à Madame Christelle de Morancet, là, qui s'enorgueillit d'avoir Christelle Morancet, vous l'avez anobli. Voilà. Ouais. J'ai toujours tendance à pousser les gens de droite à les anoblir. C'est idiot. Ils ont pas besoin. Ça ne me va pas.
Voilà, ça ne me va pas. C'est ce qui nous cimente. Je parlais tout à l'heure du permafrost, le ciment des montagnes. Ben, la culture, c'est notre ciment à nous, donc il faut en prendre soin. Voilà. Eh bien, en tout cas, en prendre soin, c'est aller au théâtre, passer un bon moment, vous applaudir, voilà, le bracelet. Et je rajouterais même que si jamais, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais vous venez assistez à la pièce, oui, et que vous ne riez pas, vous ne vous êtes pas tapé sur les cuisses, à la fin, je vous invite au flunch à côté. Voilà. Ça tombe bien, il n'y a pas de flunch à la Baule. Flunch à la Baule, chapeau, hein, faut aller à Saint-Nazaire, hein. C'est pas pareil. Non, mais oui, c'est franchement là, voilà. Je vous fiche mon billet que vous allez vous taper des barres de rire, comme disaient les jeunes. Et que l'on puisse tous continuer de vivre libre et de s'exprimer librement dans ce pays, sans aucune chasse aux sorcières, qu'on fasse la distinction, voilà, qu'on aime les gens pour ce qu'ils sont, qu'on respecte leur authenticité. Que si le marchand de sandwich fait des bons sandwichs, peu importe ce qu'il vote, s'il fait des bons sandwichs, on l'apprécie parce que c'est un bon marchand de sandwich. Et si on a un bel acteur comique qui nous fait rire, on l'apprécie parce que c'est un bel acteur comique, tout simplement parce que notre ADN doit être celui de la liberté. Et être pour la liberté d'expression, souvent, les gens confondent la liberté. Ils n'ont pas compris la définition de la liberté d'expression. C'est justement être pour la liberté de ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Parce que si on est d'accord, surtout, voilà, le reste, ça sert à rien. Si c'est pour dire sur la liberté d'expression, mais uniquement avec les gens avec lesquels je suis d'accord, là, c'est pas... Faut revoir tous ces classiques. Mais je sais qu'on va passer un bon moment et que ça va être blindé. Voilà. Et la Baule va... Vous allez recevoir une ovation à la Baule avec cette pièce, le bracelet. Merci. Je nous le souhaite. Et ouais, je le souhaite. Oui, est-ce que vous me permettez Allez, non. Je voudrais donc juste dire que avec Isabelle Mergo, nous sommes accompagnés de Virginie Pradal, de Ninon Moreau et du fantastique Jean-Louis Barcelona. Et vous aurez donc l'occasion de découvrir pourquoi ces acteurs sont si fantastiques et si indispensables. Et puis rire, c'est bon pour la santé. N'oubliez pas aussi. Ouais. Ça fait vivre absolument. Longtemps. En plus, c'est vrai. Merci. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une journée sans rigolade, une journée sans rigolade, une journée sans éclat de rire, une journée, c'est triste, c'est comme un jour sans pain. Donc, il nous en faut du rire. Et puis c'est important d'avoir un tout petit peu d'humour sur soi. Voilà. Hein? Faut pas tout laisser à la maison, faut toujours en avoir un petit peu dans sa poche. Merci encore. Yvan Le Bolloc était mon invité. Yvan Le Bolloc nous donne rendez-vous samedi 12 avril à 20h au Palais des Congrès Atlantia de la Baule pour cette pièce, cette comédie qui s'appelle Le Bracelet.